La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations reste en Côte d'Ivoire. Les éléphants se sont imposés devant les Super Eagles du Nigeria sur les scores de 2 buts à 1. Bienvenue sur Kivu Morning Post TV. Après 1992, 2015 ou encore 2024, les éléphants sont sur les toits du football continental. Gaëtan Kombi, bonjour et certes bonne arrivée. Bonjour M. Ben, bonjour à tous nos abonnés. Un pays qui est passé dans un trou remporte la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même surprenant. Mais pas si surprenant que ça, parce qu'on le disait, c'est l'équipe quand même qui est passée à côté de son match. Pourtant, en fait, on attendait une très grande équipe du Nigeria, avec surtout les individualités de quelques joueurs comme avec un Victor déficit Osimhen. de goal average qui ne leur permettait peut-être pas de se qualifier, mais ils se sont finalement qualifiés au profit en finissant 4 meilleurs perdants. Et aujourd'hui, on a senti que c'était une équipe qui finalement avait retrouvé toutes ses forces, toutes ses capacités, qui savait aussi que qui avait déjà passé par toutes ces émotions là. Donc c'est pas si surprenant pour moi, parce que j'ai calqué au fait le parcours de la Côte d'Ivoire à celui du Portugal à l'Euro 2020, je crois, en France, où le Portugal, je crois 2016 en France, où le Portugal était complètement éliminé, car ayant terminé aussi 3e de son groupe. Mais après, on a vu que ces genres d'équipes-là sont difficiles à battre pour la suite de la compétition, et c'est ce qu'a été la Côte d'Ivoire. Après, les appels contre-appels d'Ademola Lookman, oui, bien sûr, ça permettait en quelque sorte aux Super Eagles de se projeter, mais je n'ai pas senti cette liaison entre les lignes, entre la défense, entre le milieu de terrain et l'attaque. Je n'ai pas senti cette cohérence dans les jeux que nous a montré tout au long de la compétition cette équipe du Nigeria. Je n'ai pas non plus senti une équipe qui pressait très haut, parce que moi, j'ai été surpris de l'approche du match. Et c'est là que moi je pense que le Nigeria a péché au niveau de l'approche du match. C'est pas au niveau des déchets individuels de la part des joueurs, mais c'est surtout de l'approche du match, parce que lorsque vous décidez de défendre dans pratiquement vos 30 mètres, c'est toujours compliqué de ne pas prendre des buts. On a senti que dès la 30e minute des jeux, les Ivoiriens avaient déjà centré plus de 20 fois dans les camps nigériens, et les Nigérians subissaient, se contentaient de subir. Après, ils ont marqué ces buts contre le cours du jeu, et puis ça vient sur un coup de pied arrêté. Donc, globalement, le match du Nigeria fut un échec, fut un fiasco total. Après, je n'ai pas compris comment une équipe comme le Nigeria, avec un gros potentiel offensif, ne s'est contentée que des 2 occasions créées dans le jeu. C'est ce qui est révélateur de la faiblesse tactique du Nigeria sur ces matchs-là, parce que tout au long du match, le Nigeria ne s'est créé que 2 occasions dans le jeu. Les autres situations venaient sur coup de pied arrêté. Moi, je pense que c'est une grosse faute professionnelle, de la part du sélectionneur, mais également des joueurs, parce que moi, je ne les ai pas trouvés vraiment impliqués comme ça doit aller dans une finale de CAN. Gaëtan, revient sur les parcours de certains joueurs ivoiriens. Sébastien Haller élimine la RDC sur l'unique but. Franck Kessié bat en tout cas les milliers de terrains des Congolais. En finale, c'est un Sébastien Haller qui marque le but de la victoire, aux côtés bien sûr de Franck Kessié, des très grands joueurs de cette sélection qui quand même ont démarré cette Coupe d'Afrique des Nations timidement. Peut-on parler d'un réveil tardif de certains joueurs ivoiriens? Non, ils ont surtout été piqués dans leur mental, parce que le fait de se faire ridiculiser complètement par la Guinée équatoriale leur a permis de prendre une autre dimension. Cette déculottée leur a permis de reprendre l'air nerfs, parce qu'on savait que les Ivoiriens avaient gros potentiel, notamment un bon vivier des joueurs très expérimentés qui étaient déjà là lors de la CAN 2015. Il y en a, à l'occurrence Max-Alain Gradel, mais également il y a des joueurs qui sont très talentueux, qui jouent dans les top niveaux européens. Donc on savait qu'ils avaient du potentiel, mais dès là, les voir revenir complètement, une équipe complètement métampsychosée, c'est là que moi je trouve les mérites de Mers Faye, qui est venu avec un autre discours, qui n'est pas forcément un très très grand tacticien comme l'était le précédent sélectionneur, Gassé, mais c'est quand même quelqu'un qui a su redonner de la vigueur à cette sélection qui en manquait cruellement tout au long de la phase des groupes, parce qu'on le rappelle, la Côte d'Ivoire est arrivée en demi-finale en n'ayant gagné qu'un seul match dans le jeu.
jeu, disons, être parvenu à se qualifier en quart de finale qu'en ayant déjà gagné qu'un seul match dans le jeu, c'est-à-dire le match d'ouverture face à la Guinée-Bissau. Mais après, on a vu que face au Nigeria, c'était poussif. Après, on a vu que face à la Guinée équatoriale, c'était la catastrophe absolue. Mais c'est à partir de ces jours-là que Emers Faye a débarqué dans la sélection ivoirienne, accompagné bien évidemment de Guy Demel. Ils ont su redonner de la vigueur, notamment à travers les discours. On a senti que c'était une équipe qui était piquée mentalement et qui avait retrouvé tout son orgueil de grandeur. Donc, moi, je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas gagné forcément au mérite technique, au mérite tactique, mais c'est surtout au mental que les Ivoiriens se sont procuré cette 34e CAN. Allez, on peut parler d'un joueur de ces groupes, ou quand même deux. Il y a quand même un Max Alain Gradel et Serge Aurier, vainqueur de la CAN 2015, qui remporte une deuxième compétition avec la Côte d'Ivoire. Mais parmi les deux, il y a quand même Max Alain Gradel, finaliste en 2012, battu par la Zambie. Ça n'a jamais été facile de rester au haut niveau pendant tous ces temps. Il a été aux côtés de Didier Drogba en 2012. Il remporte la compétition en 2015. Il a été une élément clé quand même de ces sacres de la Côte d'Ivoire. Oui, Max Alain Gradel, ça reste un scandale de longévité sur le football africain. On a parlé des joueurs qui ont déjà disputé pratiquement 5 CAN. Lui aussi rentre un peu dans ces petits cercles-là, des joueurs qui ont une certaine longévité dans le football africain. C'est pas du tout évident de rester au haut niveau pendant tous ces temps, notamment parlant du football africain. Après, moi je pense que la présence de Max Alain Gradel et des joueurs comme Serge Aurier est révélateur quand même, disons est révélatrice quand même de la force de cette Côte d'Ivoire qui parvient aujourd'hui d'ailleurs à merveille à faire cette symbiose-là entre les anciens, les très expérimentés et les jeunes qui sont en train d'arriver. On peut parler des garçons comme Simon Adingra, des garçons comme Amani, mais également des joueurs comme... C'est ça, on savait que c'est un joueur d'ailleurs très talentueux, même au niveau de Brighton, mais ça lui manque juste ces petits gestes-là. Mais on a senti que peut-être après cette compétition, il a su retrouver ces gestes-là, ces gestes finaux, parce que c'est ce qui lui manquait et ce qui lui manque d'ailleurs en club au niveau de Brighton. Mais voilà, c'est à travers ces joueurs expérimentés-là que vous avez dans votre effectif que vous parvenez à passer à un niveau lorsque vous êtes un jeune joueur. On a senti que tout au long de cette compétition, au fil de match, les jeunes comme Adingra prenait toujours de l'épaisseur dans cet effectif, il prenait les responsabilités. On l'a trouvé notamment en demi-finale face à la RDC où il a mis complètement aux abois à Gédéon Kaloulou, mais également hier où il a donné du fil à retordre à un joueur aussi expérimenté, Olé Aina. On a senti que c'est un joueur qui était en train de gommer ses petites imperfections tout au long de la compétition. Et hier, on a eu en face un bon Simon Adingra qui à chaque fois qu'il touchait le ballon, il faisait des différences. Parlons des récompenses. Les défenseurs, les capitaines du Nigeria remportent les trophées du meilleur joueur de cette compétition. Mérité pour ces joueurs qui a marqué 3 buts tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais au fait, moi j'aurais peut-être voulu que l'on mette la carte sur Franck Kessié qui a fait une deuxième partie de CAN explosive, parce que autant en première partie de la CAN on l'a trouvé un peu brouillon, on l'a trouvé un peu en surpoids, on l'a trouvé que c'est quelqu'un qui physiquement ne dégageait pas suffisamment de certitude, mais en deuxième partie de CAN c'est devenu un joueur complètement différent. C'était le Franck Kessié de Mila. Justement, c'est devenu un joueur complètement différent, complètement métamorphosé. Moi je ne sais pas, c'est d'ailleurs ce qui témoigne cette force, ces changements drastiques de l'état mental de cette équipe de Côte d'Ivoire, parce que les grands se sont finalement retrouvés, les grands se sont finalement métamorphosés. C'est le cas de Franck Kessié. Moi j'aurais voulu, parce qu'il a été très impactant notamment en huitième de finale, il faut commencer par là, face au Sénégal. En quart de finale, il a été aussi présent face au Funambule malien qui était complètement intenable. Après en demi-finale, il a sorti un top match face à la RDC, et en finale, il était complètement le meilleur sur les terrains. Donc,
le donner à William Troost-Ekong, oui, je ne m'inscris pas en faux, parce qu'il a fait aussi une belle CAN défensivement. Il a fait des prestations intéressantes. On rappelle quand même que le Nigeria sort meilleure défense de la compétition. Après, Troost-Ekong, au-delà des tâches défensives, il a marqué aussi 3 buts tout au long de cette compétition. Mais également, il était l'exécuteur de hautes œuvres côté nigérien, parce que c'est lui qui exécutait le penalty. Donc, il s'est un peu, comment dirais-je, distingué dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens défensif et dans le sens offensif. Pour moi, c'est suffisant pour sortir meilleur joueur, mais moi, j'aurais plus misé sur Franck Kessié. Allez, pour finir, Gaëtan, c'est le Nigeria qui termine à la deuxième position, et puis l'Afrique du Sud se contente d'une médaille de bronze après sa victoire à la séance fatidique des tirs au billet devant les léopards de la RDC, qui avaient bien sûr les matchs ou encore les destins dans leurs mains. Mais si on revient sur le parcours des Congolais tout au long de cette compétition, je pense qu'ils ont quand même de l'avenir. Mais à mon avis, moi, je ne vais pas voir le verre à moitié vide. J'aimerais voir le verre à moitié plein, parce qu'il faut d'abord, on dit souvent que lorsqu'on ne regarde pas dans son rétroviseur, on va forcément faire une analyse biaisée. Moi, je regarde plus d'où l'on vient. On vient d'une non-participation à une CAN à 24. On vient de 2 premières journées des éliminatoires complètement ratées, où on n'était peut-être pas destiné à participer à cette Coupe d'Afrique Nations, parce qu'on avait perdu nos 2 premiers matchs, je crois, face au Soudan. Face au Soudan et face au Gabon. Les Gabon qui arrivent quelques heures avant les matchs à Kinshasa. Justement, donc il faut se rappeler d'où l'on vient pour faire une bonne analyse de ce qu'a été la participation de la RDC à la Coupe d'Afrique Nations. Certes, on va se dire, ouais, la RDC n'a gagné qu'un seul match, mais il faut aussi se rappeler que la RDC n'a perdu qu'un seul match un seul match dans le temps réglementaire. Donc, mine de rien, moi, je pense que c'est une très, très belle compétition pour la RDC. Les gens disent que je suis un peu élogieux envers la RDC, mais à juste titre, je pense qu'on a fait une très belle compétition, parce qu'on ne pouvait pas y être d'abord, ça c'est un, mais c'est également parce qu'on se sort d'un groupe pas évident, où il y avait le Maroc, il y avait la Zambie, qui est récente champion d'Afrique. Après, on parvient à éliminer les pharaons d'Égypte, que l'on considère comme le baromètre pour être champion d'Afrique. Donc, on a éliminé les pharaons d'Égypte. Après, on a fait un très bon match d'ailleurs face à la Guinée. Ce n'est jamais évident face à ces jeunes Guinéens-là qui savent très bien jouer au football. Après, on s'est fait éliminer arme à la main, parce qu'on perd face aux futurs champions par un simple but d'écart. Donc, moi, je pense que globalement, la CAN de la RDC fut une réussite. Après, il faut aussi revenir sur les prestations individuelles des joueurs, parce que sur 7 matchs disputés, la RDC a quand même glané 6 titres, 6 palmes d'hommes 10 matchs. Et donc, la seule palme qui nous a échappé, c'est face à la Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait un très très grand Franck Kessié. Donc, globalement, moi, je pense que ce soit sur le plan individuel, parlant des joueurs, que ce soit sur le plan collectif, que ce soit sur le plan tactique, parlant de Sébastien Desabre, à mon avis, c'est une CAN très réussie pour la RDC. Allez, merci beaucoup Gaëtan. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de parler cette Coupe d'Afrique des Nations. Du début jusqu'à la fin, on a été ensemble avec vous. En tout cas, mais au cœur, nous vous disons merci. Merci beaucoup, monsieur Ben. Merci aussi à tous nos abonnés. Allez, ça sera tout pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Rendez-vous en 2025. Ça sera au Maroc.